Il faut, voilà, faut voir les participants. Clique sur la fenêtre participants. Clique dessus. Et décale la fenêtre là-bas. Ensuite, comme ça, on les voit aussi. On grandit là, peut-être un peu. Participants 15. Bonjour à tous. Bonjour. On attend que certaines personnes nous rejoignent et on va commencer. J'ai déjà activé. Tes outils sont en haut. Ouais, c'est ça. Tu peux revenir. Alors, il est 11 h, on va laisser quelques personnes arriver et on va commencer d'ici 2 minutes. Si vous ne nous entendez pas bien, n'hésitez pas à l'écrire. On a l'impression que tout se passe bien. Oui, on avait coupé le son pour faire un réglage de dernière minute. Ne vous inquiétez pas, on va le remettre. Je vous propose qu'on attende encore 1 minute et on va commencer. Les gens nous rejoindront au fur et à mesure. Donc, bonjour à tous. Bienvenue sur cette première session de l'énergie management en pratique. Lors de ce webinaire, nous allons vous présenter le sujet suivant, comment s'y prendre pour assurer une période de chauffe efficace et économe sur un plan énergétique. L'année 2020 a été complexe, comme vous le savez. La crise sanitaire actuelle a impacté tous les domaines d'activité. Dans l'énergie notamment, les recommandations sanitaires imposent des changements de nos habitudes. Le calcul de la performance, qu'elle soit modélisée ou réelle, sera d'ailleurs un vaste enjeu cette année. Nous avons souhaité nous centrer sur une thématique connue et mieux maîtrisée, sur laquelle de nombreux gisements d'économie d'énergie existent et pour laquelle l'actualité est particulièrement riche. On a des plans de relance, des décrets tertiaires. C'est la raison pour laquelle ce webinaire, qui démarre d'ailleurs la série de l'énergie management en pratique, que nous vous proposerons périodiquement sur des thèmes techniques et pratiques, l'objectif étant de s'enrichir par le partage de nos pratiques et nous vous encourageons à ce titre à poser toutes les questions que vous souhaiterez à la fin de chaque chapitre. Comme ça, on pourra essayer d'y répondre ou répondre à la fin en fonction. Je vous fais une présentation donc, rapide du sommaire. Une petite présentation de l'entreprise. Donc, qui sommes-nous? En chapitre 2, on verra les astuces et les bonnes pratiques. En partie 3, les améliorations du système et comment le financer. Et on finira par le suivi des installations à distance. Je me présente, Karel Julien, technicien efficacité énergétique, spécialiste système de chauffage chez Adviseo depuis 2018. Et Pierre Berth, chez Adviseo depuis 2018 également, Energy Manager et directeur des activités énergie sur le périmètre sud de France. Alors, présentation du groupe. Le groupe CETEC est un groupe d'ingénierie d'envergure internationale qui existe depuis plus de 60 ans. On regroupe plus de 3000 collaborateurs,
L'an passé, CETEC a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 300 millions d'euros sur des projets importants tels que le tunnel sous la Manche, le viaduc de Millau. Le groupe est composé de 40 sociétés, dont Adviseo fait partie. Adviseo, c'est donc une filiale du groupe CETEC, née en 2014. Nous sommes composés de 50 collaborateurs, pour moitié de spécialistes, ingénieurs et techniciens énergétiques, d'une équipe de développeurs qui s'occupe de l'application Adviseo et des data science qui s'occupent de la qualité de la donnée. Nous sommes implantés sur Paris, Lyon et Vitrolles. Et nos clients nous apprécient pour nos compétences qui reposent sur 4 piliers. Toute l'expertise nous vient de l'ADN du groupe qui nous donne une assise technique centrée sur l'énergie. Notre capacité connue et reconnue en remontée de données nous permet de récupérer des informations issues des régulateurs, d'automates et de capteurs IoT. Une fois toutes ces données remontées, la cellule Data Science nous permet d'analyser, d'agréger et de traiter toutes ces données qui sont brutes dans un but de performance énergétique. Pour finir, nos équipes de managers énergétiques nous permettent de consolider ces 3 briques en une capacité de suivi d'un bâtiment, allant du diagnostic physique en passant par l'audit jusqu'au suivi des installations. Le traitement de ces données nous permet de générer des économies d'énergie sur l'exploitation des bâtiments, voire de les garantir. On en a fini avec la présentation. On attaque donc avec le deuxième chapitre. Le but de ce chapitre est de donner des éléments vous permettant de générer des économies d'énergie. On n'est pas là pour vous apprendre votre métier. On est vraiment là juste pour vous donner des astuces. C'est noté, hein, mais c'est ça le truc. Hein. Pour ce faire, nous avons sélectionné donc quelques équipements parmi tous ceux qui composent une chaufferie, pour lesquels nous allons vous donner nos habitudes de travail lorsque nous devons diagnostiquer une installation. Pour chaque équipement, nous détaillerons 4 moments d'analyse hors période de chauffe, lors du dimensionnement initial ou suite à des travaux, au démarrage de l'installation et enfin pendant la période de chauffe. Donc, je vais vous présenter maintenant la liste des équipements sélectionnés selon leur usage dans l'installation. On commence par les organes de sécurité avec les vases d'expansion, les éléments de filtration tels que les pots à bout. On verra ensuite les organes de fonctionnement tels que les échangeurs, les circulateurs, les chaudières et en particulier un focus sur le brûleur sur lequel nous vous proposerons le contrôle combustion aussi. Et pour finir, les outils de régulation, les sondes de régulation, les 23 voies et enfin, ce qui permet à tout ça de fonctionner en harmonie, le régulateur. On commence donc avec les organes de sécurité. Il existe différents types de technologies pour les vases, tels que les vases à vessie ou à membrane. Pour période de chauffe, il n'y a rien à faire sur ce genre de matériel. Par contre, lors du dimensionnement, il faut bien prendre en compte la hauteur manométrique du bâtiment, la HMT. Lors de la mise en chauffe, il faut bien sûr tester l'étanchéité du vase. Alors, en fonction du type de matériel, les tests sont différents, mais sur un vase à membrane, où il suffit de taper en haut et en bas et de valider que ça sonne bien creux sur une des 2 parties, ce qui voudra dire qu'il y a bien de l'air dans une partie et de l'eau dans l'autre. Sur un vase à vessie, c'est différent. Il sonnera quoi qu'il arrive creux. Donc, le test, c'est d'appuyer sur la petite Schrader. Si vous avez de l'eau sur les doigts, c'est forcément qu'il y a une membrane qui est perméable. Une fois le système en chauffe, il suffit de voir s'il n'y a pas d'augmentation de pression trop importante. Par exemple, quand vous faites un appoint d'eau, si la pression augmente très rapidement, c'est que votre vase est certainement percé. On passe ensuite donc au pot à bout. Le phénomène d'électrolyse génère la formation de boue. Son rôle est donc d'empêcher la circulation de tous ces dépôts dans le circuit. Il faut surtout penser à nettoyer avant et après chaque période de chauffe. C'est important, c'est vraiment la base de l'utilisation de ce matériel. Une fois la mise en chauffe réalisée, il faut bien valider le raccordement, surtout qu'il n'y ait pas de dérivation, ce qu'on rencontre souvent parce que le pot à bout a été mal entretenu, du coup tout est bouché, plus rien ne passe et voilà, le mainteneur a fait une dérivation et du coup
on n'a plus accès à cet équipement-là. Et enfin, effectuer une chasse de fond pendant le fonctionnement. Tous ces équipements devaient être nettoyés plusieurs fois par saison et non pas juste avant et juste après. C'est quelque chose d'important, surtout en fonction de la qualité du réseau d'eau et de la qualité de l'eau. On continue maintenant avec les organes de fonctionnement. Donc, un échangeur à plaques permet un échange de surface accru par rapport à d'autres types d'échangeurs. Pour son dimensionnement, il faut tenir compte de la plage de température de fonctionnement qui varie selon le type de chaudière sélectionné. Le programme thermique prend en compte le pincement de température de chacun des fluides, excusez-moi, la puissance d'échange attendue et enfin la surface d'échange nécessaire. Nous en parlions juste avant, mais l'utilisation d'un pot à bout est primordiale dans le cas d'un échangeur à plaques. Sans nettoyage, le nettoyage d'un échangeur à plaques est quand même assez contraignant. Du coup, il faut vraiment penser à entretenir régulièrement le réseau pour ne pas avoir un échangeur encrassé et du coup un mauvais fonctionnement, un mauvais échange. Enfin, lors de la mise en marche de l'installation, le bon fonctionnement de votre échangeur ne peut s'apprécier qu'en prenant les températures de delta entrée-sortie de votre échangeur. Au niveau des circulateurs, l'intérêt de bien sélectionner aujourd'hui, c'est qu'ils soient dimensionnés au plus juste. La technologie nous permet aujourd'hui de ne plus surdimensionner ce genre d'organes. Lors du dimensionnement, plusieurs systèmes permettent de faire des gains, tels que les pompes à débit variable, les pompes pilotées par un régulateur qui permettent plus de variation du débit et surtout l'arrêt de la circulation en fonction du besoin de chauffe. Hors période de chauffe, il faut bien sûr s'assurer que les pompes soient à l'arrêt, tous les circulateurs inutiles doivent être à l'arrêt, et bien veiller à fermer les réseaux eux aussi qui ne fonctionnent pas hors période de chauffe. Il faut enfin bien vérifier l'alternance de fonctionnement des pompes doubles, puisque forcément il faut les user, généralement c'est comme ça qu'on fait, hein, les unes après les autres, et pas épuiser une et ensuite utiliser l'autre. Et enfin, pensez à fermer les bypasses des pompes qui sont à l'arrêt. Pour finir avec les organes de fonctionnement, le brûleur est directement déterminé par le besoin énergétique du site. Il faut qu'il y ait une cohérence entre la puissance du brûleur et le corps de chauffe. Bien effectuer les contrôles de combustion sur lesquels nous allons faire un focus dans la slide suivante. Et pour terminer, éviter les intermittences de fonctionnement qui génèrent énormément de pertes inutiles au niveau du brûleur. Au niveau du contrôle de combustion, le contrôle de combustion, c'est quelque chose qui est obligatoire et qui est une obligation annuelle. Mais hormis cela, c'est essentiel pour analyser la performance de votre installation. Tous les paramètres sont importants, mais on en a sélectionné quelques-uns qu'on vous présente là. Les températures de fumée et d'air permettent de voir la cohérence entre le type de chaudière sélectionné et son fonctionnement. L'analyse doit être réalisée une fois le système en régime constant et non au démarrage, sinon le contrôle n'a aucun sens. Si vous faites votre test et que les températures sont trop faibles et que vous faites le test au démarrage de l'installation, forcément ça indique que le test a été réalisé trop chaud. L'analyse des températures de fumée donne une bonne indication de la performance de l'installation. Un delta de l'ordre de 15 K génère une surconsommation de l'ordre de 1,5% au global, ce qui est quand même pas négligeable. Au niveau de la concentration de monoxyde de carbone, l'indicateur est important. L'état, il indique une forte importance sur l'état, excusez-moi du mélange. La valeur cible est de l'ordre de 10 ppm max, cela signifie que votre excès d'air est suffisant. Au niveau de l'excès d'air, la cible doit être comprise entre 17 et 29%. Un excès d'air trop important génère une surconsommation par dégradation du mélange de combustion, comme indiqué dans le graphique en haut à droite. Vous trouvez une synthèse donc plus détaillée sur les valeurs à prendre en compte dans l'encadré qui s'affiche là maintenant. Je vous laisse un petit moment pour le lire et on passe ensuite
à la diapo suivante. Sachant que toutes ces diapos seront disponibles ensuite par téléchargement, donc vous aurez l'information. On n'a pas voulu trop saturer la diapositive. Nous passons maintenant donc aux outils de régulation. La sonde de température. La sonde de température extérieure permet donc de réguler la puissance de votre installation en fonction de la température extérieure et d'une température ambiante donnée. La sonde extérieure se place toujours dans un espace aéré, à l'abri du soleil et de préférence au nord. Il faut bien sûr vérifier la cohérence des données qui sont remontées. Dans certains cas, les régulateurs permettent de décaler la valeur de la sonde mesurée si celle-ci n'est plus cohérente et n'est plus correctement étalonnée. Dans le cas où une sonde serait mal placée au soleil, par exemple, la seule solution, c'est de mettre des travaux en place, de déplacer la sonde et ainsi vous retrouverez une régulation qui est de nouveau viable. Les vannes de régulation, qu'elles soient 2 ou 3 voies, permettent de faire varier le débit distribué par circuit secondaire ou primaire. Une vanne de régulation permet de piloter l'apport énergétique sur un segment. Cela permet donc un réglage assez fin. Lors de la mise en service d'une vanne, la validation du câblage est importante. Par exemple, il suffit d'augmenter et de diminuer la température pour voir en augmentation la vanne s'ouvrir et en diminution la vanne se fermer. Hormis ça, il faut aussi bien prendre en compte la vérification de vos valeurs mini et maxi d'ouverture de votre vanne, souvent mal réglées, et du coup, ben voilà, vous demandez 100% et la vanne s'arrête à 70. Donc, il faut bien calculer ça et bien le prendre en compte. Souvent, c'est après certains travaux qu'on se rend compte que les vannes ont été mal remontées. Donc, c'est vraiment à ce moment-là qu'il faut faire ce genre de test. Au niveau du régulateur, le programme horaire est donc un outil de régulation qui est le plus basique. C'est vraiment la première strate. Ça permet, une fois mis en place, de réaliser des gains de l'ordre de 20%, ce qui est vraiment quelque chose d'assez conséquent, juste pour un programme horaire. La sélection de la bonne température d'ambiance est une action importante qui impactera non seulement les consommations, mais aussi le vieillissement de votre installation dans son ensemble. La réduction de votre température d'1 degré permet une économie de l'ordre de 7%. La loi d'eau est un paramètre incontournable en régulation. Ça permet de réguler une température de départ en fonction des changements de température extérieure. Son but étant de calquer au mieux le fonctionnement du système en fonction de la rigueur climatique. Au niveau de la régulation cascade, ça s'applique à des installations équipées de plusieurs chaudières de même type ou de types différents et ou avec des brûleurs à 2 allures. L'intérêt de la régulation en cascade se situe au niveau de l'adaptation au plus juste de la puissance suivant les besoins thermiques du bâtiment, de manière à obtenir un temps de fonctionnement des brûleurs le plus long possible. En effet, plus le temps de fonctionnement de votre brûleur est long par rapport au temps d'utilisation d'une chaudière, meilleur sera votre rendement, comme nous vous le disions dans le focus sur le brûleur. Pour la température de non-chauffe, elle est définie à partir de la température extérieure qui est jugée trop haute. Le chauffage se coupe donc à ce moment-là. Ce paramètre est disponible sur certains régulateurs et il est trop souvent non paramétré. Or, ce genre de réglage fin permet des économies qui ne sont pas négligeables. On parle vraiment de l'arrêt du système. Un système sur lequel on met en place un programme horaire. Alors, on a fini la partie 2 sur les astuces et les éléments de diagnostic qu'on réalise sur les installations de chauffage lors de nos visites techniques. Je vois qu'il n'y a aucune question. N'hésitez pas à en poser. On y répond à l'issue de chaque chapitre. Et là, comme il n'y en a pas beaucoup, on pourra y répondre en direct. On va maintenant… alors, je vois une question. Tiens, mais justement, le dire les fait surgir. Pourquoi avoir choisi des équipements en particulier et pas d'autres dans l'analyse? Alors, malheureusement, on ne pouvait pas en parler toute la journée. On n'avait que 45 minutes. C'est le temps qu'on s'était fixé de présentation. Donc, on a essayé de varier entre des équipements qui sont courants, c'est des équipements qu'on a l'habitude d'analyser, type la vanne de régulation, le régulateur, la sonde extérieure, etc., et le brûleur. Et on a essayé aussi d'aller un petit peu plus loin dans la précision sur les vases d'extension, les filtres. C'est peut-être des équipements dont on parle un peu moins souvent. On voulait que ce soit également analysé pour vous donner un peu du basique et du un petit peu plus peu fréquent.
Je vais maintenant vous parler dans ce chapitre 3 des méthodes et des leviers pour améliorer le système de chauffage de vos bâtiments et comment financer ces travaux d'investissement. Donc, je vais organiser ce chapitre en deux parties. La première partie dans laquelle je vous présenterai quelques cas d'usage sur lesquels on insiste envers nos clients et pour lesquels on se rend compte qu'il y a vraiment du besoin puisque dans une grande partie des sites qu'on diagnostique, ces travaux n'ont pas été mis en œuvre. Donc, c'est des gisements d'économie d'énergie qui sont très importants. Et ensuite, je vous parlerai des leviers de financement qu'on a identifiés. On fera un point assez rapide. Alors, à noter que sur les investissements que je vais vous proposer, les travaux que je vais vous proposer, je vous indiquerai des prix, des coûts, des temps de réalisation et des temps de retour sur investissement. Bien sûr, c'est des données moyennes. Vous savez tous à quel point c'est complexe de chiffrer des travaux sur une installation de chauffage, notamment par rapport aux caractéristiques physiques de votre installation, ne serait-ce que la première question, où est située la chaudière, est-ce qu'elle est au sous-sol, est-ce qu'elle est accessible ou pas. Donc, on vous présente des valeurs génériques. Si vous avez des questions ou des besoins d'étudier un peu plus profondément les cas particuliers qui peuvent composer vos installations, n'hésitez pas en fin de séance à nous poser la question. Donc, première action qu'on identifie, c'est l'isolation des points singuliers. Donc, les manchettes isolantes sur des vannes, des brides, des compteurs, des coudes, etc. Tout élément du réseau de chauffage qui n'est pas isolé. Alors, c'est un des petits travaux, petits CAPEX qu'on appelle budget de fonctionnement qui sont réalisables sur une saison de chauffe sans vraiment prévoir puisque le coût est faible. Donc, on parle de travaux d'une demi-journée à peu près. On a 3 500 € de mise en œuvre par point singulier avec des économies attendues de l'ordre de 0,5% par point singulier. Encore une fois, si vous avez un nombre impressionnant de points singuliers sur votre système, le chiffre va être beaucoup plus important à la fois en termes de prix et à la fois en termes de rentabilité. Et on a un temps de retour sur investissement en moyenne de 3 ans sur ce genre de travaux, ce qui est assez intéressant. À noter qu'une fiche C2E existe qui finance et qui permet d'amortir l'investissement entre 20 et 50% du coût en fonction des surfaces de points singuliers à isoler. Le deuxième sujet sur lequel on voulait vous parler en petits travaux, on est sur l'optimisation du système de relance et donc de la régulation. C'est quelque chose qui consiste soit à programmer le régulateur s'il est déjà capable de le faire, soit à modifier l'installation de régulation, voire même changer complètement le régulateur, pour permettre une reprise de la chauffe au début de l'occupation, au début de la période de jour, plus échelonnée et donc, comme on l'a dit tout à l'heure, faire fonctionner le brûleur de manière moins intense, mais plus durable, et donc optimiser la performance de votre installation. Alors là encore, c'est des données qui sont très génériques puisque c'est dur de donner des informations plus précises, mais c'est des travaux qui prennent de l'ordre d'une journée. Les économies attendues sont entre 5 et 10% de votre consommation globale. Vous avez un budget à prévoir, on va dire, entre 5 et 10 000 € pour un temps de retour de moins d'1 an. C'est quand même une des actions les plus rentables qui soit. Sachant qu'il y a une fiche C2E qui existe, qui, en fonction de l'état de votre installation et de vos organes, permet de récupérer entre 30 et 70% du coût. Alors, je vois une question qui est posée, c'est l'optimisateur de relance est-il directement intégré à la régulation des nouvelles chaudières? Alors, effectivement, et notamment sur les organes Siemens que je connais, vous avez un optimisateur de relance qui est directement intégré et qui est en fait parfois sur le brûleur, parfois directement sur le régulateur, qui vous permet de gérer la relance tout seul. Parfois, c'est utilisé, parfois, ça ne l'est pas, parfois, c'est activé, parfois, ça ne l'est pas. Ça, c'est quelque chose, lors de l'installation de votre équipement, si vous avez fait des travaux, qu'il faut demander à votre installateur, à votre automaticien parfois, et qui peut juste vous l'activer. Et là, pour le coup, ce sera gratuit, sachant que vous pouvez bénéficier d'une fiche C2E dessus. Voilà, là, j'ai fini les deux travaux de petits CAPEX qu'on appelle. Donc, à savoir que là, on vous en propose deux, mais il y en a bien sûr beaucoup plus. Et tous ces travaux doivent être forcément validés par une visite technique de votre installation, sachant que chaque installation, chaque chaufferie est différente et possède ses propres gisements d'économie d'énergie. Alors, avant de vous présenter la troisième fiche, je vais juste redéfinir ce qu'est le surinvestissement. Donc, je vous ai présenté ici un graphique avec un cas d'école où vous avez un équipement à remplacer qui est soit défectueux, soit en train de s'user, soit que vous avez prévu de remplacer depuis un moment.
vous avez deux options. Donc, l'option numéro 1 est le remplacement à l'identique et l'option numéro 2 est la montée en gamme de votre équipement. Ce qu'on définit comme étant le surinvestissement, c'est le coût que vous consacrez en plus, donc la différence entre le coût 2 et le coût 1, pour monter en gamme de votre installation afin de pouvoir réaliser des économies d'énergie. Donc, quand on parle de surinvestissement, c'est pas l'investissement global, c'est bien le delta entre le coût 2 et le coût 1. Donc, c'est bien de ça dont on parle dans ce sujet. On parle du remplacement de la chaudière du corps de chauffe par une technologie plus performante. Alors là, on est dans des travaux beaucoup plus lourds que ce qu'on vous proposait tout à l'heure. On est dans des travaux qui prennent entre 1 et 3 semaines, encore une fois, en fonction de l'évacuation de l'ancienne chaudière et de la pose de la nouvelle et de la connexion du câblage des éléments de régulation et de chauffage. On peut attendre des économies de l'ordre de 10 à 40% facilement sur ce genre d'installation. Et on a des coûts, alors là, vous allez rire de la fourchette, mais effectivement, ça dépend vraiment de l'installation. On a entre 10 et 250 000 euros de travaux. C'est les fourchettes et les ordres de grandeur qu'on constate chez les clients chez qui on fait lancer ce genre de démarche. À noter que la fiche C2E qui existe là-dessus, non bonifiée, on parlera tout à l'heure des bonifications, permet quasiment de couvrir l'intégralité du surinvestissement. Donc, vous payez encore une partie du budget de financement, mais par contre, vous avez le coût de montée en gamme qui vous est déduit. Donc, c'est quand même très intéressant. Et voilà, donc c'est une des opérations les plus lourdes, les plus rentables, dans le cas où vous avez bien sûr un corps de chauffe qui n'est pas de la dernière technologie. Alors, je vois une question. Dans quelle mesure la connexion interbâtiment peut-elle générer des économies d'énergie? Alors, ce que je lis dans cette question, ça me fait référence au système de chauffage dont on parlait sur la régulation et les 23 voies. En fait, vous avez deux options. Si vous avez une connexion interbâtiment, c'est-à-dire si vous avez un système de chauffage, une chaufferie qui va alimenter plusieurs bâtiments, pour moi, la question principale sur les économies d'énergie que vous allez pouvoir faire, c'est est-ce que votre installation dispose de systèmes de régulation autonomes? Est-ce que vous avez un départ secondaire, idéalement par… oui, je regarde les questions, je ne regarde pas la caméra. Vous avez idéalement un départ par étage, voire par section en fonction de l'exposition au sud ou nord de chacun de vos bâtiments. Et ainsi, vous avez la capacité de piloter vraiment et d'avoir des économies d'énergie. Si vous avez un système de chauffage qui alimente plusieurs bâtiments, voire plusieurs ailes du même bâtiment, sans avoir un pilotage fin, vous n'aurez pas d'économie d'énergie. Et là, ce n'est pas avec un régulateur que vous allez améliorer la situation, c'est vraiment en ayant plusieurs départs de chauffage qui sont identifiés et qui vous permettent de modérer votre régulation de manière la plus fine. Pour toutes ces questions-là, comme je le dis depuis tout à l'heure, chaque installation a ses spécificités et la visite terrain, ce que vous a présenté Julien tout à l'heure, est vraiment indispensable pour arriver à obtenir le plus d'éléments et trouver le plus de gisements d'économie sur chaque installation. J'ai fini la présentation des trois investissements qu'on vous proposait, donc deux petits, un gros, à savoir qu'il y en a bien sûr beaucoup d'autres. Maintenant, je vais vous parler de la bonification des C2E. En fait, je vais entamer maintenant la partie sur les leviers de financement que vous avez et qui sont pour certains assez récents. Celui-là en est le premier. L'arrêté est sorti le 14 mai 2020, donc pendant le confinement, à l'issue d'ailleurs du confinement. Cet arrêté permet de bonifier les C2E, c'est-à-dire d'augmenter encore le montant à dégager de chaque fiche C2E sur certains critères. Et il y a deux critères qu'on a souhaité mettre en valeur. Le premier étant le critère de transition énergétique. Donc, dès que vous avez une énergie de chauffage utilisée que vous transformez en énergie moins carbonée, donc l'idéal étant de passer du fioul au gaz, vous pouvez aussi avoir une bonification de la prime en passant du gaz à des systèmes de chauffage électrique, des pompes à chaleur avec des coefficients de performance plus intéressants. Vous avez une bonification du montant de la prime qui peut aller jusqu'à 4 fois dans le cas le plus critique où vous changez du fioul en gaz. Un autre système bonifié, c'est le contrat de performance énergétique. Donc, le CPE est un contrat que traditionnellement vous passez avec votre mainteneur. Donc, un contrat qui vous permet de lier le mainteneur à vous sur une durée importante et à l'engager à réaliser des économies d'énergie sur votre ou vos installations, suivant que ce soit un contrat mono ou multisite. Ce contrat est extrêmement pertinent puisqu'il vous permet
au-delà de la bonification de la prime, d'avoir une garantie d'atteinte d'économie d'énergie et un engagement de travaux d'investissement sur votre installation de chauffage par le mainteneur. Et a priori, vu qu'il est responsabilisé sur les résultats, il va être d'autant plus attentif à la conduite de l'installation. Et en plus, l'arrêté du 14 mai 2020 permet de bonifier encore les fiches C2E associées, déclarées en intention dans le contrat de performance énergétique. Si dans ce contrat, il est noté que le mainteneur s'engage à, par exemple, changer la chaufferie et à la remplacer par une chaufferie avec corps de chauffe plus moderne et avec une technologie plus avancée, ces travaux peuvent être bonifiés et la prime C2E peut être augmentée jusqu'à 1,4 comme on le présente ici. Sachant que c'est en plus du fait que déjà vous avez un engagement de performance qui vous est proposé. J'ai fini avec la bonification des primes C2E. Je vais maintenant passer au plan de relance qui a été proposé à la fois par l'Union européenne et par la France. Alors aujourd'hui, je vous le présente, c'est vraiment quelque chose de très récent. On a souhaité mettre l'accent sur deux sujets, le sujet des bâtiments publics et les logements sociaux. Alors pour les bâtiments publics, l'enveloppe est connue, c'est 4 milliards d'euros. L'appel à projet a été publié et il s'agit juste de réaliser un dossier de réponse, une déclaration d'intention, si vous voulez. Donc, c'est assez simple à mettre en œuvre. Ça, c'est pour le 9 octobre, donc d'ici 3 semaines, si je ne me trompe pas. Donc, une déclaration d'intention qui devra être forcément étoffée par un avant-projet et une phase projet à déclarer et à faire valider. Mais vraiment, la déclaration d'intention est déjà très importante et permet assez rapidement de se positionner pour bénéficier de ce plan de relance. Concernant les logements sociaux, l'enveloppe déclarée est de 500 millions d'euros, mais à date, l'appel à projet n'a pas été publié, donc il n'y a pas de date de dossier de réponse déclaratif à proposer. Voilà. Alors, je vois une question. Alors, bon, une question, le webinaire est-il enregistré? Oui, bien sûr, le webinaire est enregistré. On vous enverra le lien pour télécharger soit la version vidéo plus tard, soit le PDF de la présentation. Et est-ce que le remplacement des circulateurs par des circulateurs à débit variable entre dans ce cadre? Alors, je ne sais pas le cadre dont vous parlez, parce que j'ai peut-être passé, mais juste pour information, pour parler des circulateurs à débit variable, j'avais imaginé dans la fiche qu'on vous présentait sur le surinvestissement, j'avais imaginé parler des circulateurs à débit variable, puisque c'est aussi un équipement qui peut bénéficier d'une fiche C2E et d'un financement. Et c'est un des travaux qu'on propose très régulièrement puisqu'il est extrêmement efficace. Alors bien sûr, on va préférer remplacer la pompe du réseau primaire qui est beaucoup plus grosse et donc qui a une puissance plus importante que les pompes des réseaux secondaires. C'est déjà la première option, premier emplacement le plus efficace. Mais oui, les circulateurs à remplacer par des circulateurs à débit variable peuvent être bonifiés également dans le cadre des bonifications de fiches C2E. Je pense que c'était ça la question. Alors, je vous ai parlé de la bonification des C2E, du plan de relance. Je passe à la dernière opportunité de financement qu'on voulait vous proposer. Donc, bien sûr, celle-là, vous la connaissez. Vous le voyez dans l'affichage de la source du graphique que je vous propose. Ce graphique date de 2010. Le tiers financement, c'est un mécanisme qui a été évoqué à partir de 2012-2013, qui a été encadré par des arrêtés à partir de 2015 et qui consiste à proposer une offre de rénovation énergétique incluant le financement de l'opération et un suivi post-travaux. L'idée étant que le propriétaire n'ait rien à financer et que les économies d'énergie permettent de rémunérer l'investisseur, donc le prestataire, et rembourse progressivement en partie ou tout l'investissement. Le tiers financement, à noter, c'est plusieurs choses. Ça peut être l'accompagnement global, technique, financier du dossier, ou seulement l'accompagnement technique et donc pas de financement. C'est l'un ou l'autre. Donc soit c'est les études, soit c'est les études et la réalisation. Ça dépend du contrat que vous faites signer. Pour le dire très simplement, l'idée du tiers financement, c'est de faire porter le risque de l'investissement au prestataire choisi dans la mesure, dans le niveau choisi, et ainsi limiter l'investissement et la dépense à sortir. Alors, je vois une question. Avez-vous la référence de fiche pour les C2E, pour les pompes à débit variable en tertiaire? Alors, je sais qu'il y en a deux. De mémoire, c'est la BAT EQ 123 et la BAT TH 112, mais je me trompe peut-être. Donc, ce que je ferai, c'est que je vous enverrai publiquement tout à l'heure la liste des fiches C2E qu'on a identifiées et qu'on a citées dans notre rapport.
parce que là, de tête, il y en a un peu trop pour que j'y arrive en étant sûr. J'ai fini ce chapitre. Donc, pour vous faire, on arrive au dernier chapitre de notre présentation. Il nous reste 10 minutes, donc on est parfait en termes de délai. On a parlé dans le chapitre 2 du service sur les diagnostics et les audits techniques des installations. On a parlé sur le chapitre 3 sur l'assistance et les services qu'on pouvait proposer sur l'accompagnement des investissements. Donc déjà déterminer quels investissements et quels sont les leviers les plus intéressants pour les financer. On va maintenant vous parler des analyses à distance. Donc comment faire remonter de la donnée, pourquoi et qu'est-ce qu'on peut en faire. Donc je vous présenterai d'abord un petit point sur l'instrumentation, qu'est-ce que c'est que de l'instrumentation de données. Et ensuite, je vous montrerai quelques exemples de data science, comme on l'a dit, d'analyse de données et de comparaison qui peut être pertinente sur du chauffage. Tout d'abord, quelles données remonter? Alors, on tient vraiment à cette première slide d'introduction, puisque très souvent, quand un client vient nous voir avec un projet de remontée de données, le projet, c'est je veux remonter de l'information pour remonter de l'information. C'est une chose très importante de définir les objectifs en amont, puisque en fonction des objectifs qu'on se fixe, en fonction du type de bâtiment qu'on a et des capacités financières et donc des consommations annuelles de ce bâtiment, on va avoir des objectifs, des enjeux et des manières d'atteindre les objectifs très différentes. Donc, j'ai listé ici plusieurs objectifs qui peuvent être de réunir les usages énergétiques de mon bâtiment par la mesure, donc d'avoir la répartition de la consommation à un temps T, instantané ou pas, par équipement, par élément, chauffage, froid alimentaire, etc. Et je peux ainsi définir les usages énergétiques significatifs, c'est-à-dire définir sur quels usages j'ai le plus de leviers de performance énergétique et quels sont en volume mes usages les plus importants. Donc là, pour ceux qui l'ont identifié, on fait bien appel au processus ISO 50001 et à la définition des usages sur lesquels on va travailler. Un autre objectif qui peut être fait, c'est identifier les dérives et donc mettre en place des alertes ou des suivis d'anomalies sur certaines consommations, sur certains éléments de fonctionnement. Enfin, ça peut être de cibler des indicateurs de performance énergétique, donc cibler des indicateurs qui peuvent être suivis en temps réel, qui permettent de mesurer l'efficacité par usage, c'est quand même le plus efficace. Et enfin, bien sûr, vu tout ce qu'on a évoqué tout à l'heure, ça peut être d'évaluer le potentiel de prime C2E en récupérant des coefficients de performance, des puissances, des temps de fonctionnement, etc. Pour synthétiser tous ces éléments, on a deux thèmes principaux qui se dégagent: surveiller des installations avec des dérives, des paramètres ou des contrôles des installations. Et on a un autre point qui est mettre en œuvre des analyses qui permettent, in fine, de générer des économies d'énergie. On parle bien de ça ici. Alors, je vous présente ici quatre briques d'instrumentation, 4 niveaux de remontée d'information, du plus simple, entre guillemets, en bas au plus complexe en haut. On verra tout à l'heure la notion de coût qui en découle. Donc, le plus simple, c'est de remonter les factures d'énergie. Une facture d'énergie, c'est quand même la référence, c'est ce que tout le monde paye. C'est la référence en comptabilité, à la fois en kilowattheure, mètre cube, si on parle d'une autre énergie, et en euros. Donc, ça permet de faire l'analyse réelle du bâtiment. C'est une donnée qui est mensuelle, voire semestrielle, trimestrielle pour d'autres fluides, d'autres énergies ou fluides que l'électricité. Donc, c'est une donnée qui n'est pas très précise, mais qui permet d'avoir vraiment une belle vision macro du bâtiment. Donc, c'est une donnée très importante, mais qui n'est pas extrêmement pertinente en termes de précision. Pour aller un peu plus loin dans la précision, on peut avoir l'intégration des données GRD, donc gestionnaire de réseau de distribution. On parle d'Enedis, GRDF pour l'électricité et le gaz. On peut parler des régies d'eau ou des régies d'électricité, de gaz ou d'autres fluides, de chauffage urbain, etc. À noter que ça dépend de la capacité du GRD à vous donner l'information, à nous donner l'information. Mais avec ces éléments, on peut réaliser des optimisations financières sur les contrats, des détections d'anomalies de facturation par rapport aux factures qu'on remonte par ailleurs, et aller sur de l'analyse un peu plus fine, puisque c'est traditionnellement des données à 10 minutes ou à des grains journaliers, ou en tout cas un peu plus fins qu'au mois. Donc là, on est vraiment sur les deux données basiques. Si on va un petit peu plus loin, on parle de télérelève. Donc là, on est sur de l'équipement unitaire, donc sous-compteur, supervision, GTB, données d'exploitation, outils de fonctionnement dans un process, par exemple. Donc là, il s'agit d'aller remonter de la donnée à un grain beaucoup plus précis. Forcément, vous vous en doutez par rapport à un compteur
le coût va être bien plus important. Alors, j'ai vu des questions, j'y répondrai à la fin de cette slide. Et enfin, le dernier point de niveau de remontée d'information, c'est un suivi d'indicateurs de performance énergétique en temps réel. Quand on parle de suivi d'IPE en temps réel, on peut parler, par exemple, pour une chaudière, on peut parler de récupérer la donnée de consommation brute de la chaudière en gaz, par exemple, et de récupérer l'unité de chauffage, un compteur thermique situé sur la base du réseau primaire, qui permet de déterminer vraiment la performance de la chaudière entre la consommation et la création de chaleur. Voilà, donc là, on est bien sûr dans 4 cas d'usage qui sont du moins cher au plus cher. En fonction de la précision que vous voulez, du grain que vous voulez, du niveau d'analyse que vous voulez, le coût ne sera pas le même et le coût augmente exponentiellement. On est extrêmement attentif chez Adviseo à être cohérent sur le coût de la solution de télérelève qu'on propose à nos clients. Et un des éléments d'appréciation de cette cohérence, c'est la facture énergétique du site et le pourcentage du budget énergétique annuel qui est consacré à la télérelève. Un ratio qui vaut ce qui vaut, c'est si on est au-dessus de 5% de la facture annuelle du site pour faire l'instrumentation du bâtiment, on est trop cher. Et donc, il vaut mieux être moins ambitieux, peut-être revoir ses objectifs pour les premières années et aller sur une récupération de données plus macro pour déjà faire les premières économies d'énergie et les premiers gisements d'économie qui sont disponibles, et ensuite aller un petit peu plus loin au fil des ans. Voilà. Et donc financer la télérelève, voire les investissements par les années passées. Donc je vois une question. Alors, le plan de relance n'est-il pas réservé aux bâtiments de l'État? Oui, effectivement, c'est ce que j'écrivais. Collectivités locales pour les bâtiments et bailleurs sociaux qui sont des bâtiments de l'État, même si c'est des collectivités ou des organes décentralisés. Bien sûr, tout le monde n'est pas concerné par ça dans cette présentation. Et ensuite, une autre question sur un bâtiment neuf. Comment bénéficier de financement? Comment justifier d'une amélioration car il n'y a pas de avant et après GRD? Alors effectivement, sur un bâtiment neuf, vous avez du mal à justifier du déclenchement d'une fiche C2E sur la modification d'une installation. Par contre, vous pouvez toujours déclencher sur la mise en place d'un système. On peut parler de la récupération de chaleur, on peut parler de la variation de vitesse, des choses comme ça. Vous n'avez pas forcément besoin de remplacer un système par un autre plus performant. Vous pouvez ne serait-ce qu'installer un système déjà performant en soi, ce qui vous vaut des fiches. Toutes les fiches ne sont pas éligibles, mais certaines le sont. Voilà. Et après, de toute façon, sur les bâtiments neufs, vous avez les réglementations thermiques qui vous imposent des normes et qui imposent aux constructeurs des normes. Ah oui, alors je vais faire la transition quand même. On va passer maintenant aux analyses de données. Donc, il nous reste 3 slides de mémoire. Ces 3 slides vont vous présenter 3 types de courbes d'analyse de données issues d'Adviseo. Et donc, tout ce que j'ai présenté ici, c'est des données qui sont disponibles dans notre plateforme Adviseo qu'on permet d'agréger. Et donc, d'agréger à des grains différents, des données mensuelles de facture, des données GRD de top 10 minutes, par exemple, issues d'Enedis, de la télérelève de compteur ou des tuiles d'indicateurs de performance énergétique, coefficient de performance. Et tous ces éléments sont agrégeables dans Adviseo et à partir de la plateforme, vous pouvez faire des analyses de données. Alors ici, la première, on l'appelle profil moyen, courbe journalière ou encore moyenne horaire. Vous avez 3 courbes ici. La courbe noire vous donne la consommation de gaz en kilowattheure sur un pas de temps horaire. La courbe rouge vous donne la moyenne des données des sondes de température qui sont équipées dans ce bâtiment. Et la courbe bleue vous donne la température extérieure apportée soit par une sonde si vous avez une sonde, soit par la donnée météo de la station la plus proche, soit la moyenne des deux en fonction de ce que vous choisissez de configurer. Donc ça vous permet d'agréger les données sur un historique de 1 an et de récupérer en fonction des heures de la journée. Vous voyez que les abscisses vont de minuit à 24 heures. Et à gauche, vous avez la consommation de gaz en kilowattheure, à droite, la température intérieure et extérieure. Ça vous permet d'agréger à chaque heure de la journée en moyenne sur un historique de 6 à 12 mois comment fonctionne votre installation énergétique. Et donc, vous avez d'un côté le planning horaire, puisque vous voyez par exemple ici de manière très nette le déclenchement de la chauffe à 5 heures du matin. Vous avez ensuite un moment où la chauffe s'arrête et vous pouvez constater ici que c'est 20 heures sur laquelle vous avez vraiment une diminution de votre chauffage. Ça, c'est pour la consommation de gaz. Ensuite, vous avez la moyenne des températures intérieures
qui vous permet d'avoir une idée des consignes qui ont été données en occupation et inoccupation sur votre régulation. Et vous avez une autre information qui peut être pertinente à utiliser, c'est la capacité de la chaufferie à tenir la demande. Est-ce que la consommation de gaz est corrélée à la température objective qui est atteinte, quelle que soit la température extérieure? Si vous êtes attentif sur ce bâtiment, vous remarquerez que la courbe de température intérieure est à 24 degrés et plus en permanence, ce qui indique bien qu'il y a un petit souci dans la régulation, ou en tout cas, soit une vanne forcée en manuel, soit une régulation qui est constante, quel que soit l'horaire du jour et de la nuit. Donc ça, c'est le premier niveau d'analyse. On va vous en proposer un autre qui est la corrélation entre la consommation d'une chaufferie toujours en gaz et la température extérieure. Donc là, on a fait différemment. Vous avez la température extérieure en abscisse, la consommation de gaz en kilowattheure en ordonnée. Ça nous donne 3 nuages de points qu'on classifie par période. D'un côté, en vert, si je ne me trompe pas, l'inoccupation, donc la période de nuit. De l'autre côté, en rose, la relance, c'est-à-dire le début de la journée juste avant que le programme horaire se déclenche en mode jour. Et l'occupation qui est en bleu. Sur chacun de ces nuages de points, on va réaliser une régression linéaire qui va nous donner une courbe profil sur chacun des sujets. Et à partir de ces 3 nuages de points et courbes de régression linéaire, et droite de régression linéaire d'ailleurs, on obtient plusieurs analyses. Alors la première, c'est la traînée lumineuse qui est sur la droite, qui vous permet de constater le talon de consommation, qui peut être dû à un fonctionnement indu de votre installation. Par exemple, si vous n'avez pas fermé votre réseau primaire et arrêté la chaudière pendant l'été, ou à la consommation ECS quand c'est quand même beaucoup plus fréquent de cette manière-là. Donc, vous avez votre consommation minimale de l'installation. Sur le même modèle, vous avez la consommation maximale, votre point haut, la puissance maximale de l'installation. Cette donnée est extrêmement intéressante, elle vous permet de la comparer au dimensionnement de votre chaufferie et donc de déterminer soit que votre chaufferie n'est pas assez bien dimensionnée et donc de résoudre le problème, soit de déterminer à l'inverse que votre chaufferie est trop dimensionnée et que la puissance maximale n'est jamais la puissance de dimensionnement. Donc, vous avez une capacité de sous-dimensionner votre installation lors de travaux et donc de gagner pas mal de points d'économie puisque vous ferez des économies d'échelle. Ensuite, on observe en comparant les 2 régressions linéaires le réduit de Dni. Donc, vous voyez bien que ce réduit, on a parlé tout à l'heure de la loi d'eau, ce réduit de Dni est différent. Ce réduit de Dni est différent entre la température extérieure qui est de 5 degrés et une température extérieure qui est de 15 degrés. Et c'est cohérent puisque la loi d'eau définit une corrélation entre la température intérieure et les paramètres de réseau de chauffage, les températures de réseau de chauffage. Un autre point qu'on peut constater ici, c'est les TNC, les températures de non-chauffe. Donc, à savoir qu'il y en a 2 sur le régulateur de ce bâtiment. C'est la température de non-chauffe en nuit et en jour. Ça vous permet de voir à quel niveau de température extérieure le système s'arrête de chauffer et donc à quel moment votre traînée de consommation ECS, votre traînée de talon commence. Voilà, donc là, vous voyez qu'elles sont en l'occurrence bien paramétrées. Et enfin, un dernier élément que vous pouvez analyser en prenant plusieurs courbes, plusieurs données pour plusieurs bâtiments qui ont des usages cohérents. Donc là, c'est une analyse en comparaison. Vous avez, en fonction de la pente de la droite d'occupation, la capacité à diagnostiquer la qualité d'un bâti. Bien sûr, si l'usage est cohérent, j'insiste, mais si les usages sont différents, l'analyse n'a pas de sens. Par contre, sur un usage cohérent, d'analyser les différentes courbes, les différentes pentes vous permet de compariser la qualité de l'isolation et donc de déterminer des actions à distance. Avant de passer à la slide suivante, je vois qu'il y a eu 2 questions. Alors, où est partie la chaleur si la température intérieure est restée constante alors que le brûleur fonctionnait? Alors, la température intérieure est restée constante malgré la circulation d'air, le renouvellement d'air et les défauts d'isolation que tout système présente, puisque c'est réglementairement, on n'a pas le droit d'isoler à 100% un bâtiment. Donc, la chaleur, en fait, elle est partie pour compenser les pertes thermiques de l'isolation et de votre bâtiment et du froid extérieur. Et on a une dernière question. Bonjour, il n'y a pas confusion entre Pmax et Consomax ponctuel. Alors, Pmax et Consomax ponctuel, en fait, oui, dans ce graphique, si je reviens à la courbe de Pmax, on vous affiche, c'est pas une consommation ponctuelle, en fait, c'est l'agrégation de toutes les consommations à la température extérieure donnée. Et donc, ça vous donne, bien sûr, c'est pas la puissance de dimensionnement, mais c'est la puissance maximale à laquelle votre installation a fonctionné.
et donc le besoin maximal de puissance de votre installation. Voilà. C'est un raccourci de langage, mais effectivement, c'est comme ça qu'il faut le dire. J'attends une minute ou deux, pas d'autres questions. On va passer à la dernière analyse. Donc là, on est sur le même type de données, c'est-à-dire consommation de gaz en fonction de la température extérieure, sauf qu'on a distingué deux plages en deux graphiques. Donc en haut, vous avez la période d'occupation, donc en vert et bleu, et en bas, en rouge et jaune, vous avez la période d'inoccupation. Les différentes couleurs de nuages de points et de régression linéaire correspondent à la profondeur des historiques différents qui ont été utilisés. On a pris 3 historiques différents, 2 mois, 6 mois et 12 mois pour chacune des deux plages, puisque sinon ça aurait fait beaucoup trop de courbes affichées sur le même graphique. Cette analyse nous permet de… Donc c'est une restitution pour les heures d'occupation et pour les heures d'inoccupation. Cette analyse nous permet de déceler en fonction de l'historique des défaillances de paramétrage ou des défaillances d'organes de régulation. C'est-à-dire que vous voyez, en fonction de si sur les 2 derniers mois, vous avez des consommations supérieures pour des températures extérieures données par rapport à il y a 6 mois ou il y a 12 mois, vous avez forcément soit quelqu'un qui a modifié les paramètres de régulation, ça peut être pour une raison tout à fait légitime d'inconfort ou ça peut être pour des raisons moins justifiables, ou alors vous pouvez avoir un organe de régulation, une 23 voies, un régulateur ou autre, qui s'est mis en défaut et qui ne vous permet plus de réguler comme vous avez demandé à la régulation de se faire. J'ai terminé l'analyse sur ce graphique et alors j'ai une question. Remarque, Pmax doit être évalué à la température extérieure base réglementaire selon la norme 12831 et pas uniquement à température minimum de saison de chauffe, n'atteignant pas forcément la température extérieure basse. Alors vous avez raison, on a traditionnellement en France, on base nos dimensionnements de chaufferie sur la température R2, c'est-à-dire la température la pire qui peut arriver tous les 50 ans ou 2 fois tous les 100 ans. Effectivement, c'est une donnée qui est à prendre en compte. Je n'ai pas dit qu'il fallait faire corréler la Pmax à la température à la puissance de dimensionnement. Par contre, ce que je dis, c'est qu'en fonction de la puissance réelle de l'installation, vous avez toujours les niveaux d'isolation qui vont intervenir là-dedans. Et ça vous permet, une fois l'exploitation du bâtiment faite et la livraison du bâtiment écoulé depuis un moment, de déterminer si vous pouvez réduire le dimensionnement de votre installation ou pas. Ce n'est pas une valeur de dimensionnement et d'étude initiale. Dans tous les cas, il doit y avoir une étude lors du changement d'une installation. Faut pas distinguer. On n'est pas en train de vous dire comment dimensionner de votre installation. Ce qu'on vous dit, c'est qu'à partir de l'analyse de données, vous pouvez obtenir des éléments qui vous permettent d'être un peu plus fin sur le cahier des charges de vos travaux ultérieurs. Voilà. Mais vous faites bien de le préciser. Nous avons fini notre présentation. Je vous remercie pour votre attention. Et si vous avez des questions, donc on a répondu à toutes les questions a priori qui nous ont été posées. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les écrire. On peut prendre les 8 minutes qui nous restent pour y répondre. Et pour ceux qui partent, je vous remercie pour votre attention et nous enverrons un lien sur votre adresse mail pour accéder au direct enregistré que vous pourrez télécharger et au support de présentation en PDF. Merci beaucoup, bonne journée et s'il y a des questions. Alors, oula, il y en a beaucoup. Alors, les indicateurs de l'équipement de chauffe devraient nous informer du défaut d'un organe sans devoir attendre ce genre de courbe? Non. Alors oui, en fait, oui. La question, c'est à partir de la gestion technique du bâtiment, à partir des données de capteurs qu'on a installés, on devrait être capable de diagnostiquer un défaut d'un organe de régulation avant d'avoir ce genre de courbe, bien sûr, sauf quand vous n'avez pas ces informations. Et par exemple, vous pouvez avoir un site où vous avez juste mis un capteur sur le compteur général de gaz et quelques sondes de température intérieure. Donc, vous n'avez pas les données en temps réel, mais vous avez ces analyses qui vous permettent de diagnostiquer a posteriori et pas lors du défaut.
Alors, je lis, est-ce qu'il est possible d'avoir le replay du webinar? Donc oui, je vous ai dit, vous aurez un lien sur lequel vous pourrez télécharger le replay du webinar. Une autre question, c'est vos analyses sont faites manuellement ou par votre logiciel? Alors, les deux. C'est-à-dire que les analyses sont disponibles sur le logiciel. Soit vous pouvez les programmer vous-même et les mettre en place sur votre interface sur Adviseo à partir des éléments de données de consommation des capteurs que vous avez remontés. Soit on peut le faire pour vous et là, on fait appel à du service. Et après, avez-vous prévu d'approfondir certains points lors d'une autre conférence? Alors, on serait très intéressé, à la personne qui a posé cette question, on serait très intéressé d'avoir les points que vous souhaiteriez approfondir. Comme ça, on pourrait soit proposer une conférence, soit préparer des points et vous y répondre de manière un peu plus formelle directement. Et ensuite, on a une question au sujet de la cascade chaudière. Faut-il permuter l'ordre de priorité de la chaudière? Alors, permettez de l'ordre de priorité des chaudières quand vous en avez plusieurs. Hein. Donc, bien sûr, si vous avez plusieurs chaudières qui sont du même type et de même puissance, avec des brûleurs exactement similaires, c'est intéressant de permuter pour faire vieillir les équipements de la même manière. Par contre, il faut juste veiller à faire attention. Si vous avez des chaudières différentes, des technologies de chauffe différentes, des brûleurs différents, à ce que vous utilisiez toujours, malheureusement, c'est quand même comme ça qu'on fait les meilleures économies, le système le plus pertinent en premier. Voilà. Et l'approfondissement lors d'une autre conférence, ce serait évolution des technologies et économie. Alors oui, on vous disait, ça c'est la session numéro 1 de l'énergie management en pratique. On va essayer de proposer des choses qui sont à la fois génériques pour que tout le monde puisse les suivre et à la fois qui permettent d'apporter même à ceux qui sont les plus experts. On vous demandera exactement, on vous proposera peut-être une courbe, une trame d'un élément qui permet d'approfondir et vous nous direz si ça convient à vos besoins. La personne qui a posé cette question. Écoutez, je crois qu'il n'y a plus de questions. Ah si. Ah, merci encore. Bon, ben, merci à vous. Je vous laisse, on va terminer cette session de l'énergie management en pratique, session numéro 1. Je vous remercie beaucoup pour votre participation, vos questions et les échanges qu'on a eus. Et vous avez nos contacts, on vous enverra un lien. Et n'hésitez pas. Bonne journée, bon appétit. Merci. Alors, on a juste une question par expérience. Quels sont les équipements de régulation qui tombent le plus en panne? Alors, par expérience, les équipements de régulation qui tombent le plus en panne, c'est les régulateurs. Ouais. Et le problème, c'est que ils ne tombent pas en panne tout seuls. Ils tombent souvent en panne soit par un mauvais usage, soit par un mauvais calibrage des installations, soit par un mauvais… Il y a souvent des paramètres initiaux qui font que l'installation va tomber en panne. Un équipement dans les conditions parfaites et idéales va a priori fonctionner très longtemps. Par contre, si vous câblez mal votre régulateur, si vous mettez votre brûleur à une température de chauffe trop importante ou si vous mettez votre sonde de température extérieure au soleil, vous aurez un vieillissement accéléré de vos installations et donc un équipement qui tombe en panne. Je sais que je ne vous réponds pas complètement, mais j'essaye. Je vous remercie et je vous souhaite à tous une très bonne journée et un très bon appétit. Au revoir. Wiley, c'est le gars du lycée Sabatier, le nouveau gestionnaire du lycée Sabatier. Non, il faut que je le rappelle. D'ailleurs, il ne m'a pas rappelé lui, il devient.